mes amis, pendant que je mange du chocolat, nous retrouvons notre camarade Florent Machabert qui va continuer notre série en entretien, bien entendu, avec moi, avec qui nous allons continuer la série sur le décortiquage, si j'ose dire, l'anatomie des dépenses publiques et spécialement des dépenses de protection sociale. Aujourd'hui, conformément à ce que nous nous étions dit avant le lundi de Pâques, nous allons évoquer les dépenses de santé terminale, celles qui coûtent cher, pour essayer de comprendre combien ça coûte. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire, Florent, en introduction de ce sujet sensible qui suscite régulièrement beaucoup d'acrimonie ou de réactions un peu émotives, émotionnelles, affectives chez nos auditeurs? Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Alors, effectivement, en fait, un peu plus largement, la question qu'on a décidé de se poser, c'est qui coûte cher à la santé. Effectivement, hein, tu as dévoilé qu'une partie de la réponse qu'il va falloir mettre en perspective et ne pas l'exagérer non plus sont effectivement les personnes âgées. L'idée, ça n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, mais c'est, hein, comme à chaque C'est fois, l'idée, c'est l'idée. que- que- comme à On chaque veut les fois faire payer. dans nos capsules, c'est voilà, de proposer des faits Les et cathos. prendre Alors du recul. Florent, est-ce que tu es catholique, Florent? Tout à fait. Quelle horreur! J'essaie Est-ce de que l'être tu es en tout cas. pratiquant? J'essaie de Comment? l'être. Oui, oui, j'essaie d'être catholique. Je suis pratiquant, oui. Écoute, convertis-toi à la franc-maçonnerie, ça ira beaucoup mieux pour toi. Il paraît que c'est Ah ça y est, incompatible. là je suis ah bon et pourquoi? Bah, il y a eu des encycliques qui l'ont dit, mais S'il y a des encycliques. Bon allez, vas-y, parlons sérieusement parce que c'est à des l'époque où on encycliques. avait des Allez, papes. je vais quand même refaire une petite provocation pour les zinzins obsédés de la lutte anti-franc-maçon. Et il y en a un certain nombre. On va redire les encycliques, ça sert, dans des pièces très circonscrites d'une maison ou d'un appartement. Ça y est, là je me suis fait des ennemis. Alors donc vas-y, explique-nous tout. Alors, donc on peut repartir de ce qu'on a dit d'épisode en épisode. On a parlé d'un truc tout à fait bizarre qui est la CSBM, la consommation de soins C'est et SBM. CSBM, oui, consommation de soins et de biens médicaux. Et à la louche, on le rappelle à nos auditeurs qui n'ont pas forcément tout vu ni tout regardé, ou pas jusqu'au bout s'ils l'ont fait, c'est de l'ordre de 200 milliards d'euros par an. Et pour le dire très vite, c'est, allez, à peu près, c'est une grosse moitié pour les soins hospitaliers, hein, les fameux lits et les fameuses places d'hospitalisation dont on a parlé dans un épisode entier. Et puis, c'est une autre moitié, un petit peu moins, parce qu'il y a aussi les médicaments et le transport sanitaire, mais les soins de ville. Donc, quand vous allez chez le cardiologue, chez le dentiste, chez le généraliste, ou que sais-je. Donc, voilà, et ça nous fait à la sortie à peu près 4 500 euros par an, par habitant. Hein, et donc, on avait déjà évoqué tous ces éléments. Alors, première diapositive, si tu peux l'envoyer, s'il te plaît. C'est moi le maître de la diapositive. Il faut Voilà. le temps qu'elle se charge. Alors effectivement, le premier aspect, tu l'as dit en introduction, c'est que les plus de 60 ans, c'est à peu près 20 de la population française, un petit peu moins, un Français sur 5, bah, ils concentrent 1 € sur 2 de ces fameuses dépenses de santé que je viens d'évoquer. Donc voilà un premier chiffre qu'il faut avoir en tête, qui est tout à fait impressionnant. Et donc là, c'est la courbe bleue qui nous montre que, alors à gauche, on a, des 0,5 ans, puis les 11-15 ans, 21-25 jusqu'à 80-85 ans, hein, en effet, l'espérance de vie pour les hommes, c'est autour de 80 ans et pour les femmes, de l'ordre de 85 ans. Et donc, on voit bien effectivement cette belle exponentielle. Et donc, pour les Oh trois là dernières là, tranches attends, d'âge, explique-nous, parce que tu vas très vite là aussi. Je sais que vous les intellectuels, vous allez très vite chaque fois, parce que vous pensez que tout le monde vous comprend. C'est quoi une exponentielle? un exponentiel, c'est une courbe qui croît très vite. Plus Plus x on monte, grandit, plus ça monte. voilà, plus on monte, plus ça monte et ça monte très vite. Et d'ailleurs, hein, c'est un petit peu le leitmotiv de notre émission aujourd'hui, puisqu'on va voir que malheureusement aussi, plus on s'approche de l'heure du décès, du temps ultime, et plus effectivement ça va coûter cher. Ça, c'est pas Donc on sympa ce retient que tu racontes. cette Est-ce expression. que
exponentielle. si on prend 3 minutes quand même pour Oui, expliquer ce que tu nous montres, on regarde la ligne bleue, bleu, on voit c'est la quand même dépense que moyenne. la Mmh. dépense moyenne par habitant, enfin par assuré social, Par on voit, consommateur de soins. Mmh. alors c'est joli ça. On s'aperçoit que pour passer, donc on rappelle grosso modo que on paye 5 000 € par an de frais de santé Mmh. par Français, c'est à peu près Mmh. ça Tout à fait. la grosse maille. Et Oui, donc, si on regarde jusqu'à 45 ans, on paye 2 000 €, enfin, un Français coûte 2 000 € par an en moyenne. tout à fait. Et puis, il y a un cap entre 2 000 et 4 000 €, ça se passe Mmh. entre, pour aller vite, 47 ans et 67 ans, c'est de cet C'est ordre-là. ça, c'est ça. Et après 67 ans, là, ça commence à galoper, c'est-à-dire après 67 ans, on dépense plus de 4 000 € par an. Si tu me permets de continuer un peu mon petit calcul, en Je gros, t'en c'est prie. autour de 70 ans Mmh. qu'un assuré social commence à coûter plus cher qu'il ne rapporte. C'est ça. Donc jusqu'à 70 ans, en gros, on Mmh. coûte moins cher qu'on ne rapporte à l'assurance santé, et une Mmh. fois passé 70 ans, on coûte plus cher. C'est ça que ça Tout veut à fait. dire. Et on voit effectivement qu'il y a un premier doublement, tu viens de le dire, de 2 000 à 4 000 entre 40 et 65 ans. Et puis à nouveau un doublement de 4 000 à plus de 8 000, eh bien on a dit entre 65 ans à peu près et les plus de 85. Et donc là où Hem, on expose les plafonds, c'est après 75 ans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé 75 ans, là, on devient une perte. Je le dis de façon provocatrice, il ne bien s'agit sûr. pas de dire qu'il faut Mmh. tous les euthanasier. Il faut expliquer que, en gros, dans l'équilibre général de la dépense santé, eh Mmh. bien, les plus de 75 ans coûtent, sont ceux qui bénéficient le plus du système, et en dessous de 75 ans, on est Mmh. plutôt bénéficiaire du système pour aller vite. Tout à fait. Et en jaune, on a le reste à charge. Donc le reste à charge avant le passage des complémentaires santé, hein, des mutuelles, donc uniquement pour l'assurance maladie obligatoire, hein, le régime de base. Et là, on voit que, alors autant pour la ligne bleue, entre 6 ans à peu près et 85 ans, les dépenses sont multipliées par 11 en fait au cours d'une vie, autant le reste à charge, lui, il est multiplié uniquement par 5. Donc effectivement, c'est ce que tu viens de dire, hein, du coup, le différentiel est pris en charge par la société, par notre fameux système de redistribution horizontale, de solidarité, voilà, avec des guillemets. Sur la diapo d'après, on a la répartition de ces dépenses tranche d'âge par tranche d'âge. Donc, on a les 0-1 an, puis les 2-16 ans, puis les 17-59 ans, puis les 60-74 ans, puis les 65-85, puis les plus de 85 ans, et enfin, on a la moyenne sur l'ensemble de la population. Et donc, les deux barres d'histogramme. En bleu, on a les soins de ville, SV, et en orange, on a les soins hospitaliers. Et ce qu'on voit, un premier enseignement qu'on peut tirer de ce graphique, c'est si on se focalise maintenant sur les plus de 85 ans, eh bien, on voit que leur consommation moyenne de soins, on voit bien que ça accélère, hein, plus on va vers la droite, plus on vieillit, plus ça accélère. Mais c'est le double des 60-74 ans. Donc on a déjà vu que les plus de 60 ans, ils concentraient la moitié des dépenses de santé. Les plus de 85 ans, au sein de ces plus de 60 ans, eh bien, c'est le double des 60-74 ans. Et c'est même le triple par rapport à la moyenne de la population. On voit qu'à droite, la moyenne de la population, on a pour les soins de ville, en moyenne, par an, par habitant, 1 376 € de soins de ville. On voit que c'est le triple, plus du triple, hein, pour les plus de 85 ans, plus de 4 000 €. Et puis pareil pour les soins hospitaliers, c'est de l'ordre de 1 000 € par an, par habitant. Pour les plus de 85 ans, c'est plus du triple aussi, puisque c'est 3 600 €. Et quand on additionne les deux, on retrouve bien les plus de 8 000 € que j'évoquais tout à l'heure pour les plus de 85 ans. Et on voit en fait, hein, si on reprend le calcul que tu faisais tout à l'heure pour chercher le point de bascule, donc les plus de 5 000 €, hein, qui est la moyenne par an par habitant, eh bien, on voit bien que c'est effectivement à partir de 75 ans qu'on dépasse ce plafond de 5 000 € et que donc on coûte plus cher qu'on ne rapporte, pour le redire là aussi de façon un peu brutale. Voilà. Alors, si je me fie à tes chiffres pour que ce soit bien clair, donc Mmh, les bâtonnets bleus, c'est les soins de ville, les mmh, bâtonnets orange, c'est mmh, les passages à l'hôpital,
Oui, ou dans les maisons de repos, de ce qu'on veut, voilà. tout à Toutes les fait. maisons médicalisées. Et Mmh, donc, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, jusqu'à 60 ans, s'il n'y avait que des moins de 60 ans, l'assurance maladie gagnerait de l'argent. mmh, tout à Là fait. où ça se corse, c'est après 60 ans Mmh, et tout particulièrement après, grosso modo, 75 ans où 75 ans. là, ça devient perdant, voilà. Voilà. Mais jusqu'à 75 ans, au fond, le système serait équilibré. Ce qui ne signifie pas, bien entendu, qu'il faille éliminer les plus de 75 ans. Ce qui signifie simplement que les plus de 75 ans, qui sont sans doute, qui sont souvent ceux qui ont le niveau de vie le plus élevé dans le pays, sont aussi ceux qui bénéficient le plus de la Mmh. solidarité nationale. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Alors, derrière, la colonne, alors juste encore la diapo d'avant, je voulais juste compléter, celle d'avant, s'il te plaît, voilà. Si on détaille un petit peu, ce qu'il y a derrière les soins de ville ou derrière les soins hospitaliers pour les plus de 85 ans, puisque, je me focalise là-dessus sur cette, diapositive. Bon, dans les soins de ville, la moitié de ces 4 426 € par an, ce sont des dépenses, d'auxiliaires médicaux. Alors par auxiliaires médicaux, on entend des soins infirmiers, des séances de kiné, par exemple, donc c'est à peu près 50%. Ensuite, on a un quart de médicaments, à peu près, donc à peu près 1 000 € par an, par habitant, pour les plus de 85 ans. Et puis ensuite, le 10% restant, donc on voit que ça pèse peu, hein, c'est l'optique, les lunettes, et puis les prothèses auditives, notamment. Pour les soins hospitaliers, on a 2 tiers des 3 676 € de moyenne pour les plus de 85 ans, qui sont concentrés sur les fameux lits dont on a parlé dans une émission, c'est-à-dire les hospitalisations complètes. Ensuite, pour un quart de ces 3 676 €, c'est ce qu'on appelle le SSR, hein, soins de suite et de réadaptation, ce qu'on appelle aussi parfois, ou ce qu'on appelait avant le moyen séjour. Et puis à la marge, on a l'hospitalisation à domicile. On avait dit que c'est une modalité, hein, qui se développe et qui pèse quelques centaines d'euros sur ces 3 676 €. Donc tout ça, malgré hein, le virage ambulatoire dont on a vu qu'il concernait toutes les classes d'âge, pardon, y compris les personnes âgées. Alors il y a le pour et le contre. C'est moins traumatisant de ne pas passer la nuit à l'hôpital, mais il y a aussi la capacité du corps à se remettre sans hospitalisation d'une opération. Alors, ce qui explique aussi cette envolée des dépenses au-delà de 85 ans, c'est qu'on a 2 tiers des 85 ans, j'y reviendrai dans la toute dernière diapo tout à l'heure, qui sont en ALD, qui sont en affection longue durée ou qui sont en poly-ALD, c'est-à-dire qui sont pris en charge à 100% pour telle ou telle maladie. Alors, ça peut être parmi les ALD, une insuffisance rénale, un cancer, un diabète, une insuffisance cardiaque. Et donc, ça explique aussi évidemment cette consommation annuelle moyenne euh, qui triple par rapport à la moyenne de la population. C'est aussi ce poids des affections longue durée. Et là, on peut passer à l'étape d'après, si je puis dire, qui est le coût très élevé du temps ultime, comme on l'appelle parfois, de la fin de vie. Donc, c'est à peu près 1% des assurés qui décèdent chaque année, mais qui totalisent à eux seuls 13% des dépenses totales de santé. Et parmi ces dépenses de santé à l'approche du décès, on a toutes les dépenses liées à la fin de vie. Alors, on continue évidemment à vous traiter pour la maladie dont vous allez mourir, et vient s'ajouter la couche, si je puis dire, des soins palliatifs qui viennent atténuer et prendre en charge la douleur donc sur ces derniers mois d'existence. Alors, quand on dit fin de vie, on considère en général les 24 derniers mois, donc les dernières années. Et pour ceux des patients qui sont pris en charge pour leur fin de vie, hein, ça concerne à peu près 70% des décédés hein, qui sont pris en charge de cette façon-là, on voit que les 2 dernières années coûte, on n'est plus du tout dans les ordres de grandeur qu'on manipule jusqu'à présent dans les diapos précédentes, ça coûte 37 350 €, avec l'avant-dernière année qui coûte 13 000 €. Et donc, on retrouve notre exponentielle. Plus on se rapproche du décès, plus ça augmente, puisque les 12 derniers mois coûtent à eux seuls 24 300 €, hein, donc plus de la moitié des 2 dernières années de C'est-à-dire vie. plus de 1 000 € par mois. Voilà, plus de 1 000 € par mois, exactement. Et on voit que rien que les 6 derniers mois avant le décès coûtent 17 700 €, donc à peu près les 2 tiers du coût de la dernière année. Et puis, même j'avais l'information selon laquelle la moitié des dépenses annuelles
ont lieu le dernier mois. Voilà, hein, donc rien que… donc on voit que on est sur des sommes importantes, donc coût exponentiel là aussi. Et puis, alors, à ceci près, hein, j'insiste là-dessus, c'est une moyenne qui est peu représentative parce qu'il y a un écart type très important entre ceux qui décèdent chez eux, j'ai envie de dire, sans être hospitalisés, sans avoir de complications et Gentiment, au de… fond. Voilà, gentiment, et pas d'ALD et pas de soins palliatifs. Et puis, ceux qui bénéficient, et tant mieux d'une certaine façon, de cette prise en charge de leur fin de vie. Et en fait, le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'on a 85% de ces dépenses de fin de vie qui sont concentrées, c'est quasiment une loi de Pareto, hein, 80-20, sur 15% des patients. Voilà. Donc, voilà, on a annoncé, j'ai vu aujourd'hui ou hier, non, je crois que c'est aujourd'hui, une hausse, hein, du budget des soins palliatifs d'un peu plus d'1 milliard d'euros pour les 10 années qui viennent. Mais voilà, effectivement, un deuxième poste de dépenses important. Donc, il ne s'agit pas de dire que les soins palliatifs sont inutiles, surtout dans un contexte où on veut débattre de la fin de vie, etc. Mais effectivement, on voit bien que les montants, c'est de l'ordre de 1 000 euros par jour à l'approche du décès, en tout cas pour les 12 derniers mois. Non, même 2 000 euros par jour, puisque c'est 24 000 euros pour les 12 mois avant le décès. Même 2 000 euros par jour. Donc voilà, une première photographie sur les personnes âgées, et puis, comme chacun sait, l'étape d'après, le coût de la fin de vie, qui est lui aussi très, très important. Autre poste de dépenses, les fameuses ALD, alors qui concernent les personnes âgées, mais pas seulement, bien sûr. Donc les ALD, qu'est-ce que c'est? C'est affection longue durée. En fait, c'est une liste établie par l'assurance maladie, une trentaine de maladies qui vont faire l'objet d'un protocole thérapeutique précis et d'une prise en charge à 100% par l'assurance maladie pour ceux qui souffrent de cette maladie. Alors, uniquement une prise en charge à 100% pour les soins en lien avec cette maladie, hein. Donc, imaginons par exemple un diabétique, si tout autre soin non lié au diabète, depuis le plan Séguin de 86, eh bien, n'est plus pris en charge à 100%. Donc, on voit que dans ces maladies chroniques, bah, ça fait quand même 12 millions de bénéficiaires par an. On a 12 millions de bénéficiaires de ces fameuses ALD, affections longue durée, et ça pèse la bagatelle des 2/3 des dépenses de l'assurance maladie en 2020. Donc c'est de l'ordre, je vous les ai encadrés ici sur ce graphique, c'est de l'ordre de 110 milliards d'euros par an, avec les maladies, hein, qui coûtent et qui pèsent plus lourd que d'autres. Ce qui arrive en tête, ce sont les cancers, hein, au sens large, avec quelques 23 milliards d'euros par an, suivi des maladies cardio-neurovasculaires, suivi des maladies psychiatriques, hein, qui ont augmenté depuis le Covid aussi, suivi ensuite du diabète. Et quand on additionne tout ça, je ne vous les fais pas toutes, eh bien on arrive à 110 milliards d'euros. Et autre point caractéristique, c'est que ces dépenses contre les maladies chroniques, elles croissent au rythme de 3% par an à peu près. Et si on se souvient des émissions passées, la consommation de soins et de biens médicaux, elle, augmente de l'ordre de 2,5. Donc en fait, on voit que cette prise en charge des maladies chroniques se fait à un rythme plus élevé que la consommation de soins et de biens médicaux. Donc en cause, évidemment, on a le vieillissement démographique et donc la multiplication de ces maladies chroniques, mais l'évolution aussi des modes de vie, hein, qui prédisposent à certaines de ces maladies, la sédentarité, la malbouffe, hein, pour les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Et il y a aussi une logique d'offre en face, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure prise en charge de toutes ces pathologies chroniques à un stade plus précoce que jadis, hein, notamment pour le diabète, notamment pour les cancers. Et puis il y a la diffusion d'un certain nombre d'innovations qui est tout à fait déterminant dans l'inflation des coûts. Je vais citer quelques exemples de cette offre médicale qui coûte très cher. On a les pontages cardiaques, par exemple. C'est de l'ordre de 15 000 euros, une opération de pontage cardiaque. Une angioplastie, donc quand on élargit une artère, c'est de l'ordre de 4 000 euros. Une chirurgie de la cataracte, c'est 1 000 euros par œil. Une prothèse de la hanche, on en parlait pour le virage ambulatoire, c'est une fourchette entre 8 et 20 000 euros. Une prothèse du genou, pareil, entre 8 et 15 000 euros. Je pourrais continuer comme ça la liste. Là, on est côté offre, hein, c'est-à-dire qu'avant, on ne traitait pas
une pathologie de la hanche ou du genou de la même façon. Aujourd'hui, on met une prothèse. Donc, évidemment, on a en face une inflation des coûts. Donc, il faut bien mettre les choses en perspective. Effectivement, on a le poids des personnes âgées, si je puis dire, et puis de la fin de vie. Mais c'est à bien remettre en perspective avec aussi la diffusion du progrès médical, du progrès techno-médical, hein, qui fait aussi entrer l'assurance maladie, en tout cas la prise en charge des patients, dans une logique d'offre. Et puis peut-être dernier élément aussi pour pondérer l'ensemble, c'est le poids de la masse salariale. On a évoqué dans une des émissions les soignants et les non-soignants. La France caracole en tête, puisqu'elle a dans le secteur public 30% de personnel non soignant. Donc bien sûr, il en faut, hein, puisque ce sont à la fois des secrétaires médicaux, des techniciens, mais la moyenne européenne est plutôt à 24%. Donc là aussi, il y a une marge de progression et de réduction d'un certain nombre de coûts. Voilà pour quelques informations sur personnes âgées, fin de vie, ALD. Et donc, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Est-ce qu'au fond, tu es en train de nous dire que la dépense maladie, elle est très concentrée sur une tranche d'âge, sur une situation sanitaire très précise, et elle est financée par tout le monde? Est-ce que tu es en train de nous dire qu'au fond, on demande à tout le monde de payer le traitement des dernières semaines, des derniers jours de quelques personnes très âgées? En tout cas, on a 50% des dépenses qui sont en effet concentrées sur les plus de 60 ans. Donc, quand on dit plus de 60 ans, ça permet d'évacuer un peu la question de la fin de vie. Les plus de 60 ans, ce n'est pas ceux qui sont en fin de vie, donc c'est quand même beaucoup finalement, ce qui pèse très lourd dans tout ce que j'ai pu raconter, c'est la dégradation de maladies chroniques précoces. Voilà, c'est essentiellement ça qui coûte cher dans le système, qui va ensuite donner lieu à des soins de fin de vie extrêmement coûteux. Voilà. Donc, voilà l'état de fait, voilà le cliché tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Donc, ce que tu nous dis en l'état, c'est qu'au fond, Mmh, la dépense d'assurance maladie, puisque c'est comme ça qu'il faut la mmh, formuler, elle est payée par tout le monde, mmh, mais elle est très concentrée sur une partie de la population, très ciblée, avec des problèmes très ciblés. tout à fait. 12 millions de bénéficiaires de ces ALD qui pèsent les 2 tiers des dépenses de l'assurance maladie sur une année. Voilà, c'est ça les grandes masses. Donc il y a Est-ce effectivement. qu'il te... Oui, vas-y, Non, non, continue, vas-y, vas-y. continue. Non, 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 vas-y. c'est la même logique, sur la fin de vie où on a 85% de ces montants faramineux qu'on a fait défiler tout à l'heure, qui sont concentrés sur 15% des patients qui sont en fait grosso modo les mêmes, c'est-à-dire ces maladies chroniques qui dégénèrent et qui occasionnent. Parmi les soins les plus chers, j'ai oublié de le dire, c'est la dialyse. Des séances de dialyse annuelles, sur une base annuelle, c'est de l'ordre de 80 000 euros par an. On voit qu'on explose tous les plafonds. Il est d'ailleurs de plus en plus proposé des séances de dialyse à domicile. Ça permet de baisser le coût à 50 000 euros. On voit qu'on est sur des montants tout à fait importants. Et évidemment, quand on a une insuffisance rénale, on est en ALD et donc on est pris à 100% en charge par la sécurité sociale, par l'assurance maladie. Donc voilà un exemple de montant. Voilà. Est-ce que, de ton point de vue, on pourrait, d'une façon ou d'une autre, régler ce problème en créant une allocation spécifique d'autonomie, comme on l'a dit à l'époque, ou de fin de vie? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait distinguer les comptes de Mm. l'assurance maladie au jour le jour et les comptes de ceux qui ont une maladie invalidante, grave, désagréable, personne ne Mm. le conteste, mais qui est atypique par rapport à la moyenne? Disons qu'on voit bien que c'est une brèche importante dans le système tel qu'il a été pensé et tel qu'on le vit aujourd'hui. Mais à titre personnel, effectivement, ça permet de remettre un peu de mécanisme assurantiel dans un système qui est devenu quand même très universaliste, où on voit que euh, on a, comme beaucoup de phénomènes, on a 80%, enfin 20% de bénéficiaires et 80% de subsides en face, quoi. Donc, effectivement, ça peut être un mécanisme qui remet un petit peu de justice
Voilà. D'équité, plutôt d'équité d'ailleurs. Si je résume ton point de vue, c'est qu'au Mmh. fond, l'assurance maladie, c'est faire payer tout le monde pour. Alors, il y a le Doliprane, l'appendicite, Mmh. des opérations assez courantes au fond, assez Mmh. prévisibles. Mmh. Mais si je résume ton propos, c'est de dire quand même que l'essentiel des dépenses Mmh. de tout le monde sert à financer un très faible volant Mmh. de soins pour quelques personnes. Mmh. Oui, après il y a notre point de vue possible, c'est d'associer une baisse des cotisations au fait qu'on s'autonomise et on se responsabilise sur des petites dépenses. Moi, si je gagne sur mes cotisations maladie, payer ma boîte de Doliprane, ne me pose aucun problème. Effectivement, il faut que le jour où, il y a une opération, coûteuse, ou une maladie grave qu'on ne souhaite à personne, là effectivement qu'un notre type de mécanisme puisse se mettre en place et qu'il puisse y avoir des économies faites sur les petites dépenses courantes, quasi bobologie. Effectivement, moi, ça, je suis favorable. Le problème de la situation actuelle, c'est que au 1er avril, la franchise sur les boîtes de médicaments a doublé, mais sans baisse de cotisation en face. Donc, on voit bien qu'on est perdant sur les deux tableaux. Donc, si on avait une baisse de cotisation substantielle et qu'on nous dise, mais maintenant, c'est même plus une franchise, c'est vous payez votre boîte de Doliprane, 3 euros, 4 euros, 5 euros, votre sirop, etc. Mais tout ça doit s'inscrire dans une logique de fond où on doit maintenir un niveau de remboursement élevé pour des opérations lourdes ou pour le coup des pathologies lourdes. C'est une autre façon d'arbitrer l'état de fait que j'ai décrit ce jour. Bon, merci à toi. On a bien compris l'esprit général qui est qu'en fait, la solidarité, c'est un grand entonnoir qui sert à une toute petite sortie, si je peux résumer les choses, qui pourrait être réglée par un contrat autonomie, c'est-à-dire que les gens qui ont peur de mourir dans d'abominables souffrances payent à l'avance une partie du prix de ces abominables souffrances. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire aux cancéreux, tu vas payer ton Non. cancer. En revanche, on peut penser qu'après 80 ans, on s'expose à une sortie de piste, si j'ose dire, de façon cynique, un peu désagréable, et que tout ça se prépare et se prévoit, qu'au moins l'investissement personnel prenne le relais d'une partie de la solidarité Une collective. partie. Tout à fait. Je crois qu'on a pas mal parlé on a fait pas mal de vidéos sur l'assurance maladie, on a parlé de l'évolution de l'Ondam, on a parlé des fermetures de lits, de l'évolution de la chirurgie qui explique la fermeture de lits. On vient de parler des soins de fin de vie, au fond, qui sont ceux qui absorbent une grande partie de la dépense maladie en France. Hein, on va le redire aux gens qui ont moins de 75 ans, en moyenne, vous ne coûtez pas cher. Ceux qui coûtent cher, c'est ceux qui meurent après 75 ans, si je peux le dire de façon cynique, mais ça veut dire ça, ce que tu viens de dire. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler, j'aimerais bien qu'on fasse un exercice la semaine prochaine, qu'on prenne deux cas de figure. La personne qui a passé toute sa vie au SMIC, la personne qui a passé toute sa vie à gagner 2 SMIC, et qu'on voit combien chacune ont payé théoriquement en cotisation retraite et combien chacune retire en moyenne, c'est-à-dire qu'on prend deux exemples parfaits de gens qui meurent à la moyenne d'âge, qui ont cotisé jusqu'à 64 ans et qui ensuite partent à la retraite à 64 ans jusqu'à 87 ans en gros. C'est la moyenne d'espérance de vie en France. Et qu'on se dise combien ils ont payé toute leur vie en cotisation et combien ils ont récolté, puisque beaucoup de gens disent ah, la retraite par répartition, c'est le bonheur. La capitalisation, c'est l'enfer, c'est le capitalisme, c'est le profit. Mais entre quelqu'un qui aurait mis, bon an, mal an, 500 euros par mois toute sa vie en capitalisation et quelqu'un qui a mis, bon an, mal an, 500 euros par mois toute sa vie dans la répartition, qu'est-ce qui rapporte le plus? Qu'on ait un peu la vérité des chiffres, parce que au fond, le débat est souvent biaisé et on le redit. La retraite, les gens en moyenne partent à 64 ans et quelques, on va dire 65 ans en étant large, mais il leur reste 21 ans à vivre en moyenne et pendant 21 ans, ils vont toucher X fois 21. Et combien ça coûte, combien ça rapporte? Est-ce qu'il y a une arnaque dans l'affaire? Voilà qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut se faire ça lundi prochain, Florent? Très bien. Un petit cas pratique. Pas de problème.
On rappelle donc que vous pouvez tous vous abonner gratuitement à notre fil Telegram Restez Libre et vous pouvez aussi tous adhérer à la chaîne Patrimoine animée par Florent et moi sur YouTube. C'est une chaîne à 5 € par mois. On vous prodigue plein de conseils. Tu parles beaucoup de quoi, toi, sur cette chaîne, Florent? Alors, les sujets sont assez variés. J'essaie de réagir à l'actualité. Donc là, il y a eu une tempête autour des annonces d'Attal, puis du rétropédalage dans la journée. Donc j'avais entre-temps fait une petite vidéo. J'avais repris le cas du livret A, le cas de l'assurance vie, le cas des revenus boursiers, des loyers, enfin tout ce qui suintait dans la presse, avec les actions à entreprendre pour réagir en fonction des annonces, même si elles ne viendront qu'au mois de juin. Et puis, auparavant, j'avais réagi sur les cours du pétrole qui m'inquiètent beaucoup parce qu'on parle d'une désinflation, mais en réalité, avec un baril à plus de 90 $ maintenant, c'est quand même une source d'inflation importée, donc de facture énergétique pour la France qui est, alors qu'on rentre en récession, source de récession inflationniste qui est quand même le scénario le pire pour les finances publiques. Bon, et donc pour ma part, moi je parle ce mardi des cours de l'or et de ce que cache l'évolution des cours de l'or, qui est un sujet important. Mmh, Ça fait des mois qu'on dit aux gens achetez de l'or, et l'or a beaucoup monté, il a pris mmh, 15% en un an pratiquement, même un peu plus. ouais. Donc c'était un investissement gagnant. Et puis je parle de l'épargne retraite, comment améliorer votre retraite, puisque on le sait, votre retraite baissera mécaniquement par rapport à ce qu'on vous avait promis. Le sujet de bien vivre à la retraite et donc de préparer son épargne retraite en plus de la retraite par répartition. Retrouvez tous nos conseils sur ces sujets. À la semaine prochaine, Florent, on parle justement d'épargne retraite et des bénéfices de l'épargne retraite. Très bien, merci.